Salut les devins, c'est Saikyu, on se retrouve aujourd'hui pour se parler du chapitre numéro 80 du manga Dragon Ball Super et plus précisément pour que je vous en propose ma review. Alors vous le savez, l'arc Granola est un arc qui m'a rendu très enthousiaste, je pense qu'on avait entre les mains l'arc prétendant au meilleur arc de Dragon Ball Super, et depuis quelques mois, ces derniers mois, climax de l'arc, on approche de sa fin, et je trouvais que la qualité se détériorait vachement. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'en est-il ce mois-ci? Eh bien, on a beaucoup de sujets à discuter et c'est déjà un bon point, étant donné que le mois dernier c'était assez sec. Pas mal de points de scénario, d'histoire, même de théorie à décortiquer aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous avez toujours, et comme d'habitude, j'essaie de le faire le plus possible, le sommaire en barre de lecture de cette vidéo-là. Alors je ne peux que vous inviter à suivre ma review dans son intégralité, du début à la fin. Elle est emplie comme toujours de nuances et c'est important de les considérer. Mais bon, je ne suis pas là pour vous mettre un couteau sous la gorge. Si jamais vous voulez aller directement à l'une ou l'autre de vos parties préférées, eh bien vous le pouvez aussi. Alors ce chapitre numéro 80, on s'approche très fortement de la fin de l'arc Granola, ça nous a été dit d'ailleurs officiellement et ça se ressent dans ce chapitre. Un arc qui a priori eh bien, se sera déroulé quasiment exclusivement sur la planète Céréale, avec quelques petits passages, la planète Beerus, planète Terre, un petit peu aussi dans le passé de la planète Céréale par exemple. Mais bon, on est très céralien durant cet arc-là. Chapitre portant le titre de Gas vs Granola partie 2, mais c'est déjà arrivé dans Dragon Ball Super d'avoir des parties 2 à des chapitres, dans beaucoup d'autres mangas aussi, c'est pas un problème énorme non plus. Et un chapitre qui m'a nettement plus séduit que le précédent, le 79, pour lequel pour moi c'était vraiment la déprime en le lisant. Là c'était quand même un ton, un niveau au-dessus, mais un chapitre devant lequel j'ai un petit peu ronflé aussi, on va pas se le cacher. C'est pas oufissime ce qui nous a été proposé là, c'est un petit peu mieux, il y a un petit peu plus d'effort, mais qui plus est pour une conclusion d'arc, c'est pas terrible ce qui nous est proposé ici, ce ne sont pas des mets réellement délicieux qui nous sont proposés ici, et pourtant c'est ce que l'on est en droit d'attendre du roi Dragon Ball et de son extension Dragon Ball Super. Alors le chapitre va bien sûr nous proposer Gas vs Granola. Ce combat, qu'en ai-je pensé? Eh bien, à la fois beaucoup de bien et à la fois beaucoup de mal. Beaucoup de bien parce que je trouve que les dessins se sont nettement améliorés par rapport au précédent, la mise en scène également, les chorégraphies de combat étaient beaucoup plus tangibles, palpables, on était beaucoup plus immergé à l'intérieur de celle-ci. Il y a toujours des petits problèmes de découpage, mais c'était pas bien grave dans ce chapitre-là. Il y a tout un florilège de techniques, parfois de coups un petit peu plus brutaux. Il y a un bon équilibre entre les deux, c'est vraiment bien pensé. C'est vraiment bien équilibré sur ce plan-là. C'est aussi très agréable, et vous me l'aviez fait remarquer le mois dernier, et j'étais passé à côté de cela, mais quand même de bien mettre en avant le fait que ce sont deux personnages hors Z-Team qui sont en train de se battre l'un contre l'autre, et c'est un fait extrêmement rare dans Dragon Ball que cela arrive, il faut quand même le saluer. On a Granola face à Gas en climax d'arc. Je sais pas si vous en rendez compte. Pour qu'on ait des affiches un petit peu atypiques, il faut qu'un tournoi arrive à la limite. Là non, c'est dans l'histoire. Donc c'est quand même très fort ce qu'ils font sur ce plan-là. On a des techniques intéressantes qui sont remises au goût du jour, telles que le clonage, le sniping de Granola qui a son chara-design qui évolue vu qu'il a enlevé son haut de vêtement, et avec ce vêtement plus juste au corps, ça le rend encore plus massif et badass. On voit la musculature extrêmement développée. Il y a un petit jeu psychologique qui s'opère entre Gas et Granola. Les deux adversaires composent plutôt bien, je trouve, avec leurs atouts et leurs défauts en termes de combat, de combattants, d'expérience et d'expertise de la maîtrise de leur pouvoir. Tout cela est bien géré dans le chapitre, et même bien mieux que dans le chapitre précédent. Donc vraiment, beau boulot sur ça, j'ai trouvé ça réussi. D'un autre aspect, même remarque que dans le mois précédent, et c'est vraiment pesant, avez-vous ici l'impression de voir les deux êtres les plus puissants de l'univers en train de se battre? Eh bien moi, absolument pas. Tous les points positifs que je viens de soulever, je n'en démords pas, ils sont positifs, mais j'ai l'impression qu'ils sont positifs avec un niveau de focalisation plutôt microscopique. Eh bien tout cela est positif, impressionnant et bien réalisé uniquement lorsque, entre guillemets, la caméra zoome sur Granola et sur Gas. Mais au final, quand on dézoome, qu'on a un point de vue un petit peu plus ample à l'échelle de la planète, à l'échelle de la galaxie, à l'échelle de l'univers, voire même du multivers, il ne se passe strictement rien. Alors que, je le rappelle, on avait quand même un arc qui nous disait que le guerrier le plus puissant de l'univers allait arriver, et surtout avec le poisson oracle qui nous disait que l'ordre des puissances allait être bouleversé dans l'univers. Alors, est-ce que cela n'est pas encore arrivé, et la prophétie du poisson sera au final la conclusion de l'arc Granola, mais aussi le renouvellement et l'appui vers un nouvel arc, un tremplin, avec cet être qui va tout bouleverser, qui sera au final le centre de l'arc à venir, celui qui succédera à Granola? Ça pourrait être intéressant. Elec, une sorte de réunion d'assimilation de tous ces hitters, encore une nouvelle évolution de Gas, on ne sait pas, mais cet être-là qui nous a été décrit, qui a donné des frissons dans le dos, qui a causé de l'insomnie au poisson oracle, n'est pas arrivé, et pourtant Whis lui-même nous a dit que lorsque le poisson oracle n'arrive pas à dormir, c'est qu'il va se passer une dinguerie. Je ne l'ai pas vu, je ne la vois pas ici. Alors n'enterrons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, l'arc n'est pas terminé.
On ne va pas commencer à juger et à parler comme des ânes. Vous savez que c'est une manière de faire que je n'apprécie pas. Juger sans savoir. On ne va pas le faire. Mais je dis simplement qu'en l'état des choses du chapitre 80, qui se trouve extrêmement proche de la fin de l'arc, d'après ce qui a été dit officiellement, ça sent un petit peu le roussi. Alors que va-t-il se passer? Allons-nous être extrêmement bien et très fortement surpris par la prochaine tournure des événements? Mais ça ferait beaucoup de tournures. Parce que Gas n'arrête pas d'évoluer, il vient de nous sortir une nouvelle transformation. Que peut-on faire de plus pour bouleverser encore plus l'ordre des puissances de l'univers? Et puis cette course incessante à la puissance ne m'intéresse pas des masses. Je ne sais pas pour vous, mes très chers devins, mais le perfectionnement des techniques, des pouvoirs alternatifs, sans forcément parler de puissance brute, m'intéresse déjà plus en matière de combat. Les ennemis avec des pouvoirs atypiques, comme l'était Moro avec sa magie qui a été exploitée un petit peu à la carte quand ça les arrangeait en matière de scénario. Ça m'intéressait plus, pour nous montrer que des êtres qui n'ont peut-être pas la puissance d'un Goku de Vegeta, qui ne convoitent peut-être même pas, comme Elec d'ailleurs, le fait de devenir le plus puissant de l'univers, peuvent leur faire mettre genou à terre avec d'autres moyens. Et je trouve que le Dragon Ball moderne en a pas mal besoin. Alors pour le moment, on n'est pas du tout dans cette thématique-là. Peut-être, comme je l'ai dit, avec un tremplin pour le futur arc, j'apprécierais, étant donné en plus que Super Hero, le film, veut faire redescendre l'attention vers une menace qui va toucher a priori que la Terre, d'après ce qu'on a compris avec le ruban rouge, pourquoi pas en profiter pour changer un petit peu d'axe vis-à-vis des évolutions de Goku et Vegeta, pour que certes ils évoluent en puissance, mais pour que ça ne soit pas le point unique, la motivation principale du scénario, parce que là on s'ennuie, malgré tous les points positifs que j'ai cités précédemment, et je n'en démords toujours pas. Au-delà de cette petite bulle, mais très petite bulle, entourant Granola et Gas, il ne se passe pas grand-chose, ça ne retentit nulle part, quitte à avoir une fin d'arc qui se dépossède de toute nuance de scénario, même s'il y en a eu un petit peu avec Bardock et tout, on va en parler après, mais quitte à se délester comme ça du scénario, autant jouer la carte de l'épicness 100%. Je pense malgré tout que dans le chapitre 79 ou 80, donner un point de vue kakumaïesque au combat, si je puis le dire ainsi, aurait été positif, parce que ça aurait permis, heureusement ou malheureusement, j'en sais rien, à vous de décider et à me dire en zone commentaire, mais de mettre de la poudre aux yeux vis-à-vis de ce manque de déroulement de scénario, avec des scènes qui vont nous impacter et qui, un jour adaptées en animé, pourraient avoir un retentissement extrêmement fort, et comme je l'ai souligné tout à l'heure, entre deux êtres, deux entités, deux personnages, Gas, Granola, qui il y a quelques mois en arrière étaient inconnus au bataillon, chose plutôt innovante pour Dragon Ball que ça ne soit pas encore Goku Vegeta contre un alien surpuissant quoi. Là pour une fois ce sont deux aliens qui se tabassent entre eux à des niveaux qui dépassent a priori Goku et Vegeta. Mais s'il n'y a pas d'histoire qui est développée, et qu'en plus on ne ressent pas cette puissance, alors pourquoi mettre en avant et sur la table le propos de la puissance? Autant jouer la carte à fond. Donc ça c'était pour la première et très longue et grosse phase du chapitre. La deuxième sera lorsque les deux combattants vont être plutôt à égalité, en gros un point partout, même si on sent que Gas est en train de prendre le dessus, l'un avec sa technique de clonage qui fait en sorte qu'il récupère tous les dégâts des clones, Gas qui manque encore d'expérience et qui va se faire avoir avec une attaque extrêmement puissamment chargée. Et un petit peu comme l'entre-deux rounds dans un match de boxe, chacun va retourner dans son camp, va se faire un petit peu aider comme il le peut, par ses assistants et entraîneurs d'une certaine manière. Alors du côté de Elec et de Gas, celui-ci va confirmer qu'il a bel et bien fait le vœu auprès de Torombo de faire de Gas le guerrier le plus puissant de l'univers. Il va dire qu'il a pas fait d'entourloupe, il a l'air assez serein et sûr par rapport à ça. Par contre, on ne voit pas la scène durant laquelle le vœu est formulé, on ne sait pas ce qui a été négocié, quel est le contre-coup à cette situation-là. Pour le moment, ça a l'air d'être gratos pour Gas, donc c'est pour ça que j'ai envie de croire à cette idée de oui, il y aura un tremplin vers un nouvel arc et le prochain arc sera connecté directement à l'arc Granola pour avoir un tout un petit peu plus dense, un petit peu plus homogène et tangible, et même d'une certaine manière croustillant aussi, c'est de ça dont on a besoin, parce que là ça manque de fond, et peut-être qu'au final le nerf de la guerre est à la fois par rapport au vœu et à la négociation qu'il y a eu entre Elec et Torombo, mais aussi, et je veux vous le rappeler, le fait que lorsque Elec est parti voir Torombo, il avait déjà les deux Dragon Ball de réunis, mais il a quand même pris un Dragon Radar, ce qui voulait dire qu'il comptait chercher à nouveau les deux Dragon Ball une fois que le dragon avait été invoqué. Pour le moment, le ciel ne s'est pas réassombri, Elec réapparaît et il n'a plus de Dragon Radar. Que se passe-t-il? A-t-il chargé l'un de ses sbires de les rassembler à nouveau? Va-t-il faire un second vœu de clôture d'arc? Serait-ce alors l'avènement du fameux guerrier le plus puissant de l'univers qui bouleversera l'équilibre des puissances dans l'univers dont nous a parlé le poisson oracle au tout début? Il se pourrait que tout cela se débloque grâce à cet hypothétique prochain vœu. Elec va faire en sorte que l'une de mes théories et prédictions sur cet arc Granola se réalise, et ce sera pas la seule qui va se réaliser ici, à savoir le fait que les colliers en forme de dents d'Ozaru que portent les membres des Hitters ont bel et bien une fonction, et cela est valable pour tous les membres. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais Maki des Hitters va le préciser. Elle va dire que enlever ce collier de l'un des membres des Hitters, dont notamment Gas qui est le plus puissant de eux, est une très mauvaise idée, car quand cela est fait, les instincts de chacun d'entre eux
sont déchaînés et qu'ils perdent toute notion de eux-mêmes. Donc déjà, je trouve que le propos est très intéressant parce qu'elle dit que l'instinct est relâché, ce qui fait écho pour moi à l'ultra-instinct, et qu'ils perdent toute notion de eux-mêmes, et pour moi, soi-même c'est l'ego, donc l'ultra-ego. On a un personnage ici, Gas, qui est en train de maximiser son instinct, tandis que Elec nous dira que cela libère sa vraie nature. Il est serein, et il a l'air de maîtriser la situation. Même quand ça partira en cacahuète après, quand il va se transformer et tout ça, vous verrez, ou alors on a tous déjà vu que Elec est resté les mains dans les poches, très calme, à superviser la situation, à dire de se détendre. Même lorsque Gas va affronter ses frères et sœurs rapidement, Elec va rester encore une fois serein. Il semble avoir une maîtrise et un contrôle sur la situation, à minima psychologique et peut-être même factuel, comme je l'ai dit, avec à la fois la négociation avec Torombo et le second vœu qui a priori n'a pas été fait mais reste très probable dans l'histoire. Alors à partir de là, Gas va se transformer en un monstre total, il va presque finir à poil, fort heureusement il a gardé le pantalon. Il va nous faire une petite scène avec des phases très électriques autour de lui, donc on dirait un mix entre Predator, Blanka de Street Fighter, voire même un petit peu du Kefla. Vous vous rappelez, elle avait une posture assez similaire dans l'anime, il y avait des éclairs qui partaient autour d'elle durant le tournoi du pouvoir. Il va avoir ces espèces de cornes descendantes qui vont pousser. L'évolution du chara-design, je la trouve pas oufissime. D'ailleurs, la perte de contrôle, vous savez que c'est absolument pas ce que je veux. Au contraire, je veux un adversaire, un ennemi qui se contrôle totalement. J'arrête pas de le demander depuis des mois. Sa forme me rappelle un petit peu le sbire Sagambo de Moro lorsqu'il commençait à perdre le contrôle. Donc, on n'est pas sur quelque chose qui m'impressionne, mis à part quelques plans. Franchement, ça faut l'avouer, comme celui-ci que je vous affiche. Lorsque Gas attaque monstrueusement Granola, franchement, il y a quelque chose qui s'en dégage. Le dessin est bien foutu d'ailleurs, précisons-le, c'est un chapitre qui a comporté de la double page. On demande de plus en plus à Dragon Ball de faire de la pleine page, de la double page, et ils nous en donnent de manière de plus en plus fréquente, sans forcément nous gaver avec, mais de temps en temps ils essaient de nous faire plaisir avec ça. J'ai l'impression qu'ils ont entendu l'appel des fans et c'est plutôt intéressant, en tout cas appréciable. Mais bon voilà, il y a quelques plans quand même qui sortent du lot vis-à-vis de ce Maxi Gas là. L'action est vraiment déchaînée, ça me rappelle un petit peu aussi ce qui se fait du côté de Doomsday dans DC Comics, certains ennemis de Marvel qui vont te prendre par la tête, te pousser, te faire traverser le sol. Donc ça donne une nouvelle dimension au combat Dragon Ballesque, c'est plutôt intéressant. On pourrait aller plus loin. À ce niveau-là de puissance, je pense que c'est très facile et rapide même d'atteindre le centre de la planète, d'avoir un combat qui se déroule juste à côté, je sais pas, des bonnes idées, je pense qu'il y en a plein. Malgré tout, Toyotarou fait toujours quelques efforts pour que la violence des impacts se ressente. Lorsque Granola prend une patate, tu sens qu'il l'a bien prise, hein. Son visage, il est écrasé, mais comme un tacos quand tu le mets dans la machine, tu vois, il manque plus que le quadrillage sur la joue. Donc vraiment, il y a quand même quelque chose qui se dégage, je dis pas qu'il y a rien, mais je dis qu'on pourrait avoir beaucoup mieux, c'est ça mon propos. Donc Gas va perdre les pédales totalement, va se taper la tête contre les murs, contre les rochers, va taper ses frères et sœurs, Elec est serein vis-à-vis de la situation, il va tabasser Gas, il va tabasser du Vegeta, le pauvre c'était complètement gratuit, hein. Il a rien fait Vegeta, il s'est pris un putain de coup, pleine vitesse dans le ventre, il a continué à se faire massacrer et tout ça, alors qu'il avait déjà fièrement et bravement combattu auparavant, il doit vraiment être à bout. Et d'ailleurs là encore une fois, je me pose des questions, on a l'être le plus puissant de l'univers qui vient dans son combat face à Granola, de comprendre un petit peu mieux comment utiliser ses pouvoirs. Alors il n'a pas une expérience de ouf, mais il vient de s'en créer une. Plus on lui enlève le collier qui le transforme en bête gigantesque et qui lui décuple ses forces. Et lorsqu'il rentre dans Vegeta, en tout bien tout honneur bien sûr, je parle en termes de combat, un Vegeta qui est plus qu'affaibli, qui a tout donné face à Granola, qui a dû recevoir des soins de Monaito mais vraiment très très limite, étant donné que Monaito est encore plus sec que mon compte en banque. Donc vous voyez ce que je veux dire? Limite, je me dis que lorsque Granola tape sur ses frères et sœurs qui sont plus que faiblards lorsqu'il tape sur Vegeta, les corps devraient se déchirer en fait. On a affaire à l'être le plus puissant de l'univers, je préfère vous le rappeler. Lorsqu'il tape dans Maki et Oil, il devrait perdre la tête. Il devrait vraiment avoir un 3-6 noscope, et ça se passe pas. Maki a même le temps de croiser les bras et de se protéger face au plus puissant de l'univers. Je ne comprends pas. Donc là où le chapitre 79 était plutôt axé dans le mauvais, là on a un équilibre en fait dans le 80, beaucoup de bonnes choses, beaucoup de mauvaises choses, peut-être un peu plus de mauvaises que de bonnes, mais voilà, il y a quand même à boire et à manger. C'est pour ça que je suis un peu plus positif que le mois dernier, tout en ayant gros sur la patate aussi, mais avec un moment sympa qui nous sera proposé lorsque Goku va intervenir dans le combat. Alors là aussi je me pose des questions d'ailleurs, parce que Goku y va avec sa forme de base, on voit que son aura s'active et il a plus grand chose comme énergie à dépenser, il n'y a pas de transformation, il n'y a rien du tout. Il est épuisé, il fait face au plus puissant de l'univers, il lui met un coup de poing et Gas a besoin de se protéger. Pourquoi ? C'est peut-être un réflexe de débutant me direz-vous, mais pourquoi ne pas faire une scène? Vu que là ils sont un petit peu inspirés de Broly, on est d'accord avec l'être relâché par rapport à un diadème sur la tête, c'est pas exactement le même procédé mais ça y ressemble, ça ressemble un petit peu aussi à du Bojack. Alors pourquoi ne pas faire des scènes qui font peur? Les scènes qui font peur pour moi c'est Broly 93,
Le mec, c'est un espèce de Golgoth, il marche vers toi avec un sourire démoniaque, il dit lui-même qu'il est un démon d'ailleurs. Toi, tu viens d'avoir le SAJ, t'es tout content et tout ça, tu prépares ton Kamehameha, tu lui envoies. Le mec marche dedans, il s'approche de toi, il attend que tu finisses ton Kamehameha, il te regarde en souriant, il t'attrape, il te déboîte. C'était des scènes qui m'ont impacté. Et je pense que quitte à reprendre des éléments à la Bojack, à la Broly, autant aller jusqu'au bout, nous sortir le gros paquet, et encore une fois en tout bien tout honneur, pas en repompant la scène, mais en faisant des choses qui font peur. Là, il aurait pu, même C13, je me rappelle de C13, on avait Goku, Vegeta et j'en passe qui tapaient dans le truc et ils bougeaient pas. Je me rappelle de l'avènement de Cell parfait, Krillin il lui envoie un Kien-san en plein dans la nuque et Cell il le regarde comme s'il venait de recevoir un petit massage. Donc je pense que là Goku aurait dû taper dans Gas et limite ça lui faisait rien. Peut-être Gas ne se tournait même pas, il lui tapait dans l'épaule et c'était comme si une fourmi était en train de grimper sur lui. On aurait ressenti quelque chose et puis là d'un coup t'as Gas avec son air, sa tête bizarre, ses veines partout qui se tournent, avec un regard froid et bestial, qui se retourne avec une envie presque d'arracher la tête de Goku, mais qui au moment où il la voit, va se rendre compte que la posture est similaire à Bardock. Ça aurait pu être intéressant de le tourner comme ça, pour que ça nous marque, pour qu'on se dise « Ah ouais bon, le scénario de la fin de l'arc Granola était pas ouf, mais il y avait des scènes magistrales ». En tout cas, en matière de scène magistrale, il y en a une qui quand même l'est juste après, lorsque le parallèle Goku-Bardock est fait. Alors c'est très court, c'est très bref, on en apprend un tout petit peu plus sur comment Bardock a vaincu Gas. Alors Monaito comptait pas sur lui, il s'était évanoui, il peut pas nous raconter comment ça a été terminé. On comprend déjà que la forme Ultimate là de Gas, elle lui fait perdre tout contrôle, et vous savez que dans Dragon Ball, et n'importe quelle œuvre et n'importe quel art martial dans la vraie vie, perdre le contrôle, ce n'est pas bon. Gagner de la puissance au détriment du contrôle et de la maîtrise de ses pouvoirs et de ses mouvements, c'est vraiment un gros défaut, une tare même en tant que guerrier. Donc on comprend que Bardock, avec son expertise, en se dépassant, en outrepassant ses limites, a pu faire quelque chose, vu qu'il était un meilleur et plus fin guerrier au regard plus avisé que Gas, malgré la puissance qu'il a sortie. Je rappelle aussi, parce que j'ai vu beaucoup de monde faire l'erreur et l'amalgame, que le Gas de l'époque, qui était certes transformé, qui n'avait pas le collier, c'est loin, mais très loin du niveau du Gas d'aujourd'hui, pour deux raisons principales. La première, c'est que ça s'est passé il y a 40 ans en arrière, et il y a 40 ans, on a vu le design de Gas, il ressemblait à un enfant, à un très jeune enfant, tandis que là aujourd'hui, il ressemblait plutôt à un ado. Donc de l'eau a coulé sous les ponts, et seconde chose, il y a eu quand même, plus que de l'eau qui a coulé sous les ponts, il y a aussi eu un vœu qui a été formulé. Sous un pont, sur un pont, j'en sais rien, mais il a été formulé. Et ce vœu-là n'a fait de Gas que l'être le plus puissant de l'univers. Donc je pense vraiment que le Gas monstrueux là de l'époque face à Bardock, il se faisait one-shot par Freezer première forme. Alors qu'aujourd'hui, Gas, avec cette même forme de transformation mais avec le vœu et l'âge, pourrait one-shot Golden Freezer. Malgré tout, ça n'explique pas tout. Ça n'explique pas tout de cette victoire parce que Gas nous semblait quand même supérieur, surtout en apprenant qu'il avait une transformation. Et là, il y a un élément, un indice supplémentaire qui nous est présenté, il n'est pas des moindres, c'est bien sûr l'attaque de Bardock lorsqu'il concentre son énergie dans sa main, qui nous fait penser à la scène emblématique lorsque Goku attaque Freezer sur Namek pour en terminer avec lui et qu'il le traite d'idiot. Mais ce n'est pas ça dont je veux parler, c'est surtout l'aura. L'aura qui entoure Bardock est plus que significative, je ne pense pas qu'elle a été posée ici à la légère, je pense qu'elle est très bien calculée, c'est l'aura du Super Saiyan. Mais en même temps, les paupières, les sourcils ou encore les cheveux de Bardock sont noirs et n'ont pas changé de forme, c'est la forme de base. Et je pense que nous sommes désormais en passe de voir une autre de mes prédictions par rapport à cet arc se réaliser. Je n'y avais pas dédié de vidéo, mais j'en avais longuement parlé au travers de 2 vidéos, voire 3, mais 2 c'est sûr, du fait que Bardock avait probablement déverrouillé un nouveau type de pouvoir à cette époque-là, une forme non maîtrisée en fait du Super Saiyan qui pourrait rappeler un petit peu ce qu'il y a dans le film Slug avec le Gigi Super Saiyajin, le faux Super Saiyan, quelque chose d'hybride auquel il ne peut pas réaccéder, qui s'est matérialisé à ce moment-là, qui ne revient pas plus tard, qui ne revient pas forcément à volonté, qui aurait demandé à être maîtrisé, mais ça n'allait pas plus loin. D'ailleurs, j'avais été encore plus loin avec ma prédiction, et ça ne s'est pas réalisé ici, mais on sait jamais, peut-être que Monaito, je ne sais qui, va pouvoir nous le raconter, mais juste après les événements sur Céréales, comme par hasard, Freezer et le roi Colt ont décidé d'exterminer les Saiyans. Du coup, vu que la Bardock nous montre des signaux du Super Saiyan, est-ce que Freezer, ou plutôt un des membres de son armée, Zarbon Dodoria ou un sbire lambda, n'a pas aperçu la scène, et n'est pas allé en référer directement à Freezer en lui disant « Un Saiyan avec une aura dorée vient de livrer un combat dantesque, et je n'ai jamais vu un être se battre, un être Saiyan surtout se battre avec autant de puissance. » Et là, Freezer aurait compris que quelque chose est en train d'arriver, va demander à son soldat qui était ce Saiyan, le soldat ne saura pas répondre, le soldat va se faire lamentablement tuer par Freezer sûrement, le connaissant, vu qu'il n'a pas pu rapporter toute l'information, et Freezer ne sachant pas sur quel poulain parier, va tous les rassembler sur Vegeta pour les exterminer, pour éradiquer la menace Super Saiyan, vu que cette légende est devenue du jour au lendemain beaucoup plus concrète à ses yeux et oreilles.
Alors on n'y est pas du tout encore là-dedans, mais je tenais quand même à rafraîchir ce sujet, et Toyotaru et Toriyama nous en donnent bel et bien la piste ici. En parlant de piste, il y en a une autre, mais la queue de Bardock. Alors, une troisième fois, en tout bien tout honneur, je parle de sa queue Ozaru, sa queue Saiyan. On ne la voit pas. Sur aucune des cases, en tout cas a priori on ne la voit pas, ce qui peut signifier 3 choses. Premièrement, Toyotaru l'a oublié, mais quand même l'oublier sur autant de cases, sur plusieurs pages, ça me paraît un peu poussif. Deuxièmement, Bardock aurait pu se transformer en Ozaru et sa queue aurait été coupée. Peut-être que la transformation Ozaru a pris le dessus sur Gas, forme de base. Alors ensuite, ils ont décidé d'enlever le collier de Gas, et Gas a pu venir à bout de l'Ozaru. Et là, nous étions au terme du combat. Mais ça me paraît quand même bizarre de voir Bardock porter un scooter. Le détecteur donc fourni par Freezer est très typique des Saiyans, après avoir passé en Ozaru. Je vous montre un visuel de Bardock Ozaru, officiel par Toyotaru. Vous voyez que le scooter n'est plus là. Les vêtements s'agrandissent, mais pas le scooter. Troisième hypothèse, et peut-être des plus probables alors, c'est que les plans qui nous sont montrés, les angles de vue ne permettent pas de constater que la queue est là. Parce que regardez, sur ce plan-là, je vais me permettre de zoomer sur son fessier Saiyan, mais on voit qu'il a une toute petite portion d'un petit quelque chose juste derrière lui qui a commencé à être dessiné comme un truc qui pendait derrière lui, mais c'est vraiment à peine visible, faut vraiment zoomer pour le voir. Mais c'est quand même quelque chose qui dépasse, qui n'est pas du tout dans la lignée du reste de ses fessiers, cuisses et jambes. Donc c'est probablement sa queue ici. Je ne sais pas, on verra avec la sortie du tome, s'ils vont corriger ça, s'ils vont laisser ça ainsi. Peut-être que la full colo également va nous aider, mais je tenais bien sûr à vous en parler et à faire le point sur ce sujet. Alors en matière de sujet, il y en a probablement un dernier qui va pas nous prendre énormément de temps, mais dont il faut parler aussi, c'est la clôture du chapitre, avec Elec qui est toujours tout aussi fier, tout aussi bien portant devant la situation. Pour lui, tout va dans le bon chemin. Il pense que l'être le plus puissant de l'univers est en mesure de se contrôler. Il va d'ailleurs lui rappeler la promesse que Gas lui a faite, à savoir de ne plus jamais perdre, de ne plus laisser ses traumatismes du passé reprendre le dessus. Ça va tout d'un coup le raisonner, comme quoi il lui fallait pas grand chose pour se contrôler. Il va reprendre sa forme, il va se rétablir en matière de musculature, d'apparence, il va devenir beaucoup plus humanoïde et moins monstrueux, va rétablir ses vêtements, preuve qu'il a récupéré sa conscience, mais on voit que ses cornes descendantes sont toujours là, preuve que les pouvoirs acquis récemment sont là, si ce n'est plus, vu que désormais il se contrôle, et il y a une sorte d'éveil en matière de conscience, cette fois-ci, qui a été fait à l'intérieur de ce fameux Gas. Le combat maximal final devrait se livrer, tout le monde est dans le pétrin absolu, et là vous serez totalement en droit de me dire que c'est une bonne chose, une bonne nouvelle, vu que là le Gas à la fin, ça a l'air d'être le Gas ultime, aussi bien le corps que l'esprit qui se maîtrise et tout, en gros il a l'air d'être le guerrier ultime, à part s'il y a encore une douille derrière, mais apparemment c'est pas ce qui nous est vendu. Mais franchement, en fait, même avec ça, je peux pas sauter au plafond, je peux pas sauter de joie. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on arrive à la fin de l'arc. Il nous reste pas 6 mois ou encore un an pour dérouler tout ça. Il nous reste a priori 2-3 chapitres pour que ça se termine et peut-être même pour que ça commence à introduire le prochain arc. Donc en fait, me donner ce que je veux juste à la fin et que ça soit bâclé ou en tout cas que ça se règle à toute vitesse, ce n'est pas ce que je souhaitais. Ce fameux ennemi qui se contrôle, qui est quasi parfait et tout ça, il faut vraiment que ça soit un truc pesant, une tension tout au long de l'arc. Et ça a été le cas avec Freezer sur Namek. Depuis le début, le type savait ce qu'il avait dans les pattes et ce qu'il avait dépassé tout entendement. Il aura fallu que sa forme 100%, qui est pas bien maîtrisée, qui a quelques contre-coups, mais c'était vraiment en mode dépassement des limites de fin d'arc, et là c'était largement acceptable, et puis il perdait pas la raison non plus. Ou alors un cas comme Cell n'est pas parfait tout le long de l'arc, mais il l'est quand même pendant un gros moment, et peut-être même pendant les meilleurs moments. Et en plus, le gars derrière revient avec une forme super parfaite, pour dire à quel point les ennemis qui se contrôlent, c'était quand même quelque chose de bien maîtrisé dans DB, et là, on a galéré de fou à l'avoir, plusieurs arcs, pour en avoir un à la fin, et quand je dis la fin, c'est vraiment en bout de course de l'arc. Donc hormis l'hypothèse précédemment citée d'un arc qui va ouvrir sur un autre, et qui conserverait alors Gas, ou peut-être Elec qui fusionne avec Gas et qui devient encore meilleur et tout ça, mais là dans l'arc en lui-même, intrinsèquement à l'arc Granola, ça vole pas très haut malgré cet apport final. Est-ce qu'un nouveau vœu va permettre d'aider la Z-Team? Est-ce qu'une aide extérieure d'autres personnages vont arriver? Beerus, Whis, Broly, la Z-Team depuis la Terre avec Gohan en premier lieu, pour le réintégrer pour super-héros, pourquoi pas, même si leur niveau est très loin de celui de Gas, mais on sait jamais. Et en parlant de niveau, à moins qu'il ait progressé, mais Broly ne devrait pas avoir trop évolué non plus, alors il a dû recevoir un Zenkai Boost, suite au combat face à Gogeta, mais derrière, est-ce qu'il s'est entraîné avec Goku depuis ou pas? Bon, en tout cas c'est vrai que dans la balance, en formant un groupe avec Goku, Vegeta et Granola, ça pourrait fortement aider quand même, c'est vrai. Est-ce que Monaito ne va pas nous sortir un truc de son chapeau? Il y a également Hotmeal qui pourrait être intéressant. Toyotaru nous avait dit de faire attention, ce personnage serait intéressant ainsi que son éditeur, c'est à surveiller.
Pour reprendre vite fait le sujet Broly, ça serait aussi intéressant de le ramener ici, étant donné qu'on sait qu'il va s'entraîner avec Goku et Vegeta dans le film Super Héros, on l'a vu dans le trailer, donc ça pourrait faire du lien et ça pourrait éveiller Goku et Vegeta à se dire mais attends, ce type-là, faut vraiment qu'on l'entraîne. Il est une aide mais absolument formidable pour la paix dans l'univers, pour notre survie, pour tout ce qu'il faut pas qu'il tombe dans le mal. Si les pouvoirs dégénèrent avec un être dont les pouvoirs vont bouleverser la balance des pouvoirs de l'univers et tout ça, comme ça a été dit par le poisson oracle, à ce niveau-là, je pense que Beerus est en mesure d'intervenir. Beerus, il n'intervient pas pour un M&M's et un Pépito qui se battent en duel, il intervient pour des choses qui sont censées atteindre son univers ou alors pour des intérêts perso comme sa bouffe et ce genre de choses. Mais sinon, de matière plutôt divine au sens de l'œuvre, il est censé intervenir quand son univers est touché. C'était une question qu'on se posait déjà avec Moro, mais d'après les propos du poisson oracle, ça devrait l'être encore bien plus dans l'arc Granola. Il y a aussi le cas de la fusion, mais j'espère que ça ne sera pas le cas ici, même si Végéto, Gogeta surtout pourrait arriver, mais bon, avec l'Ultra Ego, l'Ultra Instinct, d'ailleurs parlons-en, cet Ultra Ego et Instinct, je pense que c'est aussi le moment peut-être de les valoriser, étant donné que Gas, lorsqu'il a enlevé son collier, a mis en avant son instinct totalement, et j'ai l'impression que lorsqu'il redevient lui-même, il renoue avec son ego. Il est un petit peu la représentation et matérialisation des deux. Est-ce que Goku et Vegeta n'ont pas quelque chose à faire par rapport à cela pour à la fois comprendre comment cela fonctionne, l'appliquer sur eux-mêmes et devenir de meilleures versions d'eux-mêmes? Après tout, les propos à la fois de Monaito et surtout de Whis en début d'arc étaient de devenir meilleurs qu'ils ne l'étaient eux-mêmes s'ils veulent réussir à venir à bout des prochaines menaces. Ça serait un peu la boucle qui se bouclerait face à Gas. Eh bien, mes très chers devins, nous en arrivons au terme de cette vidéo. Comme à l'accoutumée, eh bien, voici le mot de passe pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de celle-ci, pour me prouver que vous étiez là et pour que je puisse passer vous envoyer un petit cœur sur votre commentaire. Le mois dernier, on s'était dit que c'était du gaspillage. Eh bien, ce mois-ci, le mot de passe sera Gaspard. Parce que plus vite il partira de Dragon Ball Super, plus vite et mieux on s'en portera, j'en ai l'impression, pour qu'enfin on puisse démarrer peut-être une nouvelle ère de Dragon Ball avec le nouvel arc 2022 du manga, avec le nouveau film Super Héros, et qui sait, de bonnes nouvelles concernant l'animé pourraient nous parvenir aussi. Alors voilà, Gaspard, c'est le mot de passe, merci, et plus sérieusement de tout cœur à tous ceux qui étaient là, merci pour la force, sans vous, tout cela ne prendrait pas vie, je vous en remercie du fond du cœur, on s'approche d'ailleurs des 180 000 abonnés, c'est juste ouf, merci vraiment, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.